Ma petite amie m'a dit, j'ai dit au service départemental de l'adoption que tu avais des antécédents judiciaires. Nous n'obtiendrons pas l'agrément maintenant et je ne veux pas d'enfant de toute façon. Cela fait 8 mois que nous avons commencé les démarches. Je lui ai répondu, c'est une grave trahison. J'ai alors appelé le service, j'ai expliqué son sabotage et j'ai poursuivi la procédure d'adoption seule. J'ai obtenu mon agrément 6 mois plus tard. Homme de 35 ans, je suis professeur spécialisé en classe SEGPA dans un collège. Je fais cela depuis 11 ans. Je travaille avec des adolescents qui ont des troubles de l'apprentissage, des difficultés de comportement, des vulnérabilités émotionnelles, ces jeunes que le système scolaire classique a souvent laissés de côté au moment où ils franchissent la porte de ma classe. Je gagne environ 51 500 € bruts par an. Ce n'est pas une fortune pour quelqu'un qui se lance dans un projet d'adoption. Et je le savais parfaitement en m'y engageant. Je connaissais chaque chiffre, chaque délai, chaque obstacle administratif français que je devais franchir. Je me renseigne sur l'adoption depuis que j'ai 28 ans. Je veux expliquer pourquoi. Non pas parce que je dois mon histoire à qui que ce soit, mais parce qu'elle a de l'importance pour comprendre la suite. J'ai grandi au sein de l'aide sociale à l'enfance. J'y suis entré à l'âge de 7 ans, j'ai été ballotté entre 4 foyers et familles d'accueil avant d'atterrir dans un foyer chaleureux qui voulait vraiment de moi quand j'avais 11 ans. Ils ne m'ont pas adopté. Ils étaient plus âgés, avaient déjà de grands enfants, et la procédure légale leur semblait beaucoup trop complexe. Mais ils m'ont gardé avec eux jusqu'à ma majorité, à 18 ans. Ils sont venus à la remise de mon baccalauréat. Ils sont venus quand j'ai obtenu mon master à l'université. Ils m'appellent encore le jour de mon anniversaire. Ce sont des gens formidables. Mais je n'ai jamais été légalement l'enfant de qui que ce soit. J'ai quitté le système de protection de l'enfance avec un grand sac rempli de vêtements, un manuel de préparation aux examens et une compréhension viscérale de ce que l'on ressent quand on est l'enfant que personne n'a choisi. C'est la raison pour laquelle j'enseigne aux jeunes que j'accompagne. Et c'est pour cela que je voulais adopter. Ma petite amie et moi étions ensemble depuis 2 ans et demi lorsque nous avons entamé les démarches pour obtenir l'agrément d'adoption. Elle travaille comme assistante juridique dans un cabinet d'avocats parisien spécialisé en droit de la famille. Elle gagne environ 53 000 €. Elle est vive, organisée, experte en formalités administratives, ce qui a été un atout précieux dans les premières étapes de la procédure, car le dossier pour le conseil départemental est extrêmement lourd. Quand nous avons abordé le sujet des enfants au début de notre relation, elle a affirmé qu'elle y était ouverte. Je l'ai cru sur parole. Je lui ai parlé de mon projet d'adoption, lui expliquant que c'est une évidence pour moi depuis des années, que ce point n'est pas négociable, et que j'ai besoin d'une partenaire qui soit sincèrement partante. Elle a assuré qu'elle l'était. Elle a ajouté qu'elle admirait mon métier. Elle a même précisé qu'elle ne pouvait pas imaginer un meilleur père. Je veux croire qu'elle était sincère à l'époque. Vraiment, car l'idée qu'elle ait pu feindre son désir de maternité pendant 2 ans et demi est une réalité que j'ai encore du mal à digérer aujourd'hui. Nous avons déposé notre dossier 8 mois avant que la situation ne dégénère. Il s'agissait d'une demande pour l'adoption d'un pupille de l'État via les services du département. J'étais le requérant principal, et elle figurait comme ma compagne et co-adoptante. Nous avons reçu l'assistante sociale chez nous pour l'évaluation de notre domicile. Nous avons passé les entretiens psychologiques ensemble. Nous avons assisté aux réunions d'information obligatoires. Environ 30 heures au total de préparation à la parentalité, d'ateliers sur la théorie de l'attachement et sur l'accompagnement des enfants ayant un passé complexe. Nous avons fourni nos avis d'imposition, nos certificats médicaux, nos lettres de motivation. J'ai fourni un extrait de mon casier judiciaire vierge. Elle a fourni le sien. Le processus est réputé pour sa lenteur en France. Les travailleurs sociaux nous avaient prévenus dès le départ. Une fois l'agrément obtenu, l'attente pour qu'un enfant nous soit confié pouvait aller de 6 mois à 2 ans, voire plus. Mais l'enquête sociale et psychologique en elle-même dure environ 4 à 6 mois. Nous étions dans les temps. Puis, au bout de 8 mois, 3 semaines avant la commission qui devait rendre sa décision finale pour notre agrément, elle m'a avoué ce qu'elle avait fait. C'était un mardi soir. Elle semblait distante depuis quelques semaines, plus silencieuse que d'habitude, passant des heures sur son téléphone, fuyant les discussions sur notre dossier. Je l'avais remarqué, mais j'avais mis cela sur le compte du stress. L'évaluation psychologique est éprouvante. Je ne voulais pas la brusquer. Elle s'est assise en face de moi à la table du salon.
Je corrigeais des copies et elle a lâché, je dois t'avouer quelque chose et tu vas être furieux. J'ai posé mon stylo rouge. J'ai répondu, je t'écoute. J'ai appelé le service d'adoption du département la semaine dernière. Je leur ai dit que tu avais un passé juridique problématique. Je l'ai regardé, stupéfait. Mon casier est totalement vierge. Je sais. Alors pourquoi leur as-tu raconté cela? Parce que je ne veux plus faire ça. Je ne veux pas d'enfant. Je n'ai jamais vraiment voulu devenir mère. Je pensais que je pourrais m'y faire pour te faire plaisir, mais c'est au-dessus de mes forces. Et plus la commission approchait, plus je me sentais piégé. Alors j'ai téléphoné et j'ai dit qu'il y avait des éléments graves que tu avais dissimulés. Je suis resté sans voix pendant bien 30 secondes. Elle a continué ses explications. Je leur ai parlé d'un incident grave impliquant une situation de conflit physique pendant tes années d'études, un fait que tu n'aurais pas déclaré dans le dossier. Je me suis dit que ce serait suffisant pour bloquer l'enquête sociale. C'est une tromperie grave. Tu as menti à un service départemental officiel pour saboter une procédure légale. Ce n'est pas un crime. C'est juste un coup de fil. J'avais besoin que tout s'arrête. J'avais besoin de faire redescendre la pression. Tu étais tellement obsédé par ça, j'ai tout fait. Tu aurais simplement pu m'avouer que tu ne voulais pas de cette vie. Tu m'aurais quitté. Alors au lieu de ça, tu as préféré tromper les services de la protection de l'enfance. Arrête d'utiliser de grands mots. J'ai juste passé un appel. J'ai observé cette femme avec qui j'avais partagé mon quotidien pendant 2 ans et demi. Cette femme qui avait écouté 30 heures de conférences sur la résilience des enfants en difficulté, qui m'avait serré la main pendant que la psychologue m'interrogeait sur mes propres années en famille d'accueil. Qui m'avait vu retenir mes larmes en décrivant le sentiment d'être un enfant de l'assistance publique que personne ne choisit, et qui m'avait rassuré en disant « Tu feras un père exceptionnel ». Et voilà qu'elle téléphonait aux services sociaux pour inventer une histoire afin que cela n'arrive jamais. J'ai déclaré « C'est une tromperie inacceptable, et je vais corriger la situation ». Elle a demandé ce que je comptais faire. J'ai répondu « Dès demain matin, je contacte le département ». Elle a rétorqué « Si tu fais ça, notre histoire est terminée ». J'ai conclu « Elle l'est déjà ». Elle a passé la nuit sur le canapé lit du bureau. Je n'ai pas fermé l'œil. Je suis resté à table avec un café qui a eu le temps de refroidir 3 fois, fixant le gros classeur de notre dossier d'adoption. 8 mois de paperasse, de lettres de recommandation, d'attestation médicale, notre livret de présentation avec les photos imprimées avec soin. 8 mois de ma vie rangée dans des pochettes plastiques avec des intercalaires de couleurs. À 8 heures précises, j'ai appelé le service des adoptions. Première mise à jour, 3 semaines plus tard. L'échange avec le service d'adoption a été l'une des épreuves les plus ardues de mon existence. Et pourtant, j'ai dû annoncer à des élèves de 12 ans qu'ils allaient être placés en foyer. C'est pour dire. J'ai demandé à parler à l'assistante sociale en charge de notre enquête. Je lui ai expliqué que mon ex-compagne avait contacté leur bureau pour faire une déclaration calomnieuse à mon sujet. Je lui ai précisé la nature de cette rumeur, cette fausse accusation d'incident grave. Je lui ai rappelé que c'est une pure invention, que mon extrait de casier judiciaire numéro 3 figure dans le dossier et qu'il est immaculé, ce qu'elle savait déjà car les vérifications avaient été faites des mois auparavant. L'assistante sociale est restée très professionnelle, mais sur la réserve. Elle a reconnu qu'ils avaient reçu un appel alarmant. Elle a refusé d'entrer dans les détails par souci de confidentialité, mais elle a confirmé que des éléments inquiétants avaient été portés à leur connaissance. Elle m'a annoncé que l'évaluation de notre dossier était suspendue. Je lui ai demandé comment prouver ma bonne foi. Elle a admis que mes documents officiels étaient en règle, mais qu'une alerte déclenchée par la co-adoptante elle-même les obligeait légalement à enquêter. Elle a précisé que ce contretemps repousserait notre passage en commission de plusieurs semaines. C'est alors que je lui ai annoncé la suite. Je lui ai dit que ma compagne et moi étions séparés. Je lui ai fait part de ma volonté de poursuivre la démarche afin d'obtenir l'agrément en tant qu'adoptant en solo. Elle a marqué un temps d'arrêt. Elle m'a prévenu, vous saisissez que basculer d'un projet de couple à une demande individuelle implique de reprendre une grande partie de l'évaluation à zéro. Il faudra une nouvelle enquête sociale, réévaluer vos capacités financières avec un seul salaire, et redéfinir la notice de votre projet. J'ai répondu que j'en avais pleinement conscience. Et vous n'ignorez pas que les hommes célibataires font face à une évaluation très rigoureuse et à des délais d'apparentement beaucoup plus longs.
J'en suis conscient. Êtes-vous certain de votre choix? Madame, j'ai grandi dans les couloirs de l'aide sociale à l'enfance. J'en suis sorti à 18 ans avec toutes mes possessions dans un sac poubelle. Mon plus grand souhait est d'offrir une stabilité à un enfant. Oui, je maintiens ma demande. Elle est restée silencieuse quelques instants. Puis elle a confirmé qu'elle m'enverrait la liste des nouvelles pièces à fournir et que nous allions fixer un rendez-vous pour une nouvelle visite à domicile. Elle a également ajouté une précision capitale, la fausse dénonciation de mon ex-compagne serait consignée, et le département prend ses agissements avec la plus grande sévérité. Car perturber sciemment une procédure de protection de l'enfance cause un réel préjudice au candidat et à l'intégrité du système. J'ai demandé ce que cela impliquait. Elle a expliqué que leur service juridique ferait probablement un signalement officiel auprès des autorités compétentes, car produire de fausses déclarations à un service départemental constitue une infraction sérieuse. J'ai raccroché et je suis resté prostré dans ma voiture sur le parking du collège pendant bien 10 minutes. Ensuite, je suis entré en classe et j'ai assuré 4 heures de cours avec mes élèves de 6e SEGPA comme si c'était une journée ordinaire. Ce n'en était pas une. Mon ex a vidé ses affaires de mon appartement dans les jours qui ont suivi. Elle logeait chez ses parents depuis la fameuse soirée. Sa mère est arrivée avec un grand véhicule familial et elles ont tout emballé pendant que j'étais au travail. Elle a laissé son jeu de clés sur le comptoir de la cuisine. Elle a aussi laissé un mot disant « Tu sacrifies une relation bien réelle pour un enfant hypothétique. » J'espère que ça en vaut la peine. Un enfant hypothétique. Un enfant qui n'est pas encore né relève de l'hypothèse. Un enfant placé en famille d'accueil en ce moment, qui attend que quelqu'un s'engage pour lui, n'a rien d'hypothétique. J'ai jeté le mot dans la poubelle de tri sélectif et j'ai nettoyé le plan de travail. Puis est arrivée la phase de la supériorité morale. Environ une semaine après son départ, j'ai reçu un appel de son ancienne mère. C'est une ancienne assistante dentaire à la retraite, dotée de convictions inébranlables et d'une voix perçante. Elle a attaqué d'emblée, « Je crois qu'il faut que tu revoies ta position. » Sur quel sujet exactement? Sur toute la ligne. Le projet d'adoption, votre séparation, tout ça. Ma fille a fait une erreur de jugement. Elle a commis une fraude auprès d'un service public. Elle a passé un coup de téléphone sous le coup de la panique. Elle n'a pas fait de fausses déclarations à la police ni falsifié des actes d'état civil. Elle a juste pris son téléphone et dit des mots de trop parce qu'elle avait peur. Elle les a appelés pour m'inventer un passé judiciaire. Je n'ai rien sur mon casier. C'est un mensonge délibéré visant à faire dérailler une procédure légale. Tu en fais tout un drame. Les femmes prennent parfois peur quand elles se sentent acculées. Elle n'était pas acculée. Elle avait 2 ans et demi pour m'avouer ses doutes sur la maternité. Sa mère a alors bifurqué sur mon projet solo. Tu imagines un peu l'image que ça renvoie? Que vont penser les gens? L'opinion des gens m'indiffère. Ma seule préoccupation est d'offrir un toit et une famille à un enfant. Un enfant a besoin d'une figure maternelle. D'une vraie présence. Je serai cette présence. Elle m'a traité de naïf et d'obstiné et a raccroché. Je me suis remis à la correction de mes évaluations, pensant l'incident clos. Mais 3 jours après l'appel de sa mère, une nouvelle stupéfiante m'est parvenue. J'ai reçu un courriel de la travailleuse sociale. Mon ex avait récidivé. Cette fois, elle n'avait pas inventé de délit. Elle avait téléphoné pour faire part de ses profondes inquiétudes quant à mon équilibre psychologique après notre rupture. Elle affirmait que je traversais une grave crise de santé mentale et qu'il serait dangereux de confier un enfant à un homme dans mon état. Elle tentait de torpiller mon dossier une seconde fois. J'ai immédiatement transféré ce courriel au service des adoptions. Dans la foulée, j'ai contacté un avocat en droit de la famille recommandé par un collègue. 230 € pour la première consultation. J'ai exposé les faits. Son analyse a été limpide sur 2 points. Premièrement, ces allégations mensongères répétées justifiaient une réaction juridique immédiate pour harcèlement et entrave. Il m'a conseillé de commencer par une mise en demeure formelle, qu'il pouvait rédiger pour 370 €. Deuxièmement, il a souligné que le conseil départemental pourrait engager ses propres poursuites contre elle de manière indépendante, les services de l'aide sociale à l'enfance protégeant agressivement l'intégrité de leurs évaluations. J'ai donné mon accord pour la mise en demeure. Elle a été envoyée en recommandé dans les 5 jours ouvrés.
Le courrier stipulait très clairement que toute nouvelle tentative de communication avec le service des adoptions concernant ma personne serait qualifiée de harcèlement, et entraînerait d'autres mesures judiciaires. Cette démarche m'a coûté 600 € au total, sur un salaire annuel de 51 500 €, pour un simple courrier ordonnant à mon ancienne compagne de cesser de mentir aux travailleurs sociaux qui tiennent mon avenir de père entre leurs mains. Prenez un instant pour y songer. 600 € dépensés parce qu'une personne qui prétendait m'aimer a décrété que si elle ne m'avait plus, elle ferait en sorte qu'aucun enfant ne le puisse non plus. Deuxième mise à jour. 6 mois plus tard, j'ai laissé s'écouler du temps avant d'écrire la suite. Non pas par manque d'intérêt. L'histoire mérite sa conclusion, mais la fin est d'une tonalité bien différente. Pas de grands éclats, pas de tribunal, pas d'explosion satisfaisante. C'est simplement le cours de l'existence qui reprend ses droits quand on refuse de baisser les bras. Après la réception de la mise en demeure, mon ex a cessé tout contact avec le département. Que ce soit l'effet de la lettre ou parce que le cabinet juridique parisien où elle travaille lui a conseillé de stopper les frais, je l'ignore. Le résultat fut le même, le silence. L'enquête sociale a donc pu reprendre, centrée uniquement sur mon profil d'adoptant solo. Une nouvelle visite de l'assistante sociale a eu lieu. Juste moi, dans mon appartement de 2 pièces. Elle a visité les lieux, m'a questionné sur mon entourage, ma famille de cœur, et bien sûr sur la séparation. J'ai joué la transparence totale. Je lui ai raconté les agissements de mon ex. Tout était d'ailleurs déjà archivé dans mon dossier. Elle m'a posé une question qui restera gravée dans ma mémoire. Qu'est-ce qui vous persuade que vous serez capable d'assumer cela tout seul? J'ai répondu, j'ai grandi seul, non pas par manque de volonté des intervenants, mais parce que le système a ses failles et que certains jeunes s'y perdent. J'ai survécu. J'ai trouvé mon équilibre. Mais je connais le vertige de la chute. Et je sais pertinemment qu'une seule présence constante aurait pu changer toute la donne. Je veux incarner cette présence. Je n'ai pas besoin d'être en couple pour y parvenir. J'ai juste besoin d'être là. Solidement. Elle a pris des notes dans son carnet. A hoché la tête. Et l'entretien a continué. La réévaluation de mon budget a été méticuleuse. Un salaire unique de 51 500 € brut, un petit appartement de 2 pièces. Pas le tableau de rêve sur le papier, mais je m'y préparais depuis longtemps. J'avais un livret avec 16 500 €, des économies dédiées à l'accueil d'un enfant que je mettais de côté depuis 3 ans. Mon budget mensuel était serré mais réalisable. Je leur ai présenté mon tableau de gestion. Ils ont beaucoup apprécié le tableau. Les professionnels de l'adoption adorent la rigueur. Les démarches ont nécessité environ 4 mois de plus après la reprise du dossier. Mon extrait de casier judiciaire a été vérifié une nouvelle fois, toujours vierge. Mes lettres de recommandation ont été réactualisées, ma famille d'accueil de l'époque, le principal de mon collège, 2 professeurs collègues, et mon meilleur ami de faculté. Les heures de préparation de la première demande ont été reportées. Par chance, l'appel tant attendu est arrivé un jeudi après-midi de mars. J'étais dans ma classe après les cours, aidant un élève à réviser sa compréhension de texte. Mon téléphone a vibré. J'ai reconnu le numéro du département. J'ai dit à l'élève, accorde-moi 1 minute. Je suis sorti dans le couloir. La travailleuse sociale a annoncé, toutes nos félicitations. La commission a émis un avis favorable. Votre agrément en vue d'adoption vous est accordé. Vous êtes officiellement sur la liste d'attente. Je me suis adossé au mur froid du couloir. Un élève de 3e est passé et m'a demandé, « Monsieur, vous vous sentez bien ?» J'ai répondu, « Oui, mon grand. Tout va merveilleusement bien. » Ma voix s'est brisée, l'adolescent m'a regardé comme si je perdais la tête et a continué son chemin. Les adolescents n'ont que faire des effusions émotionnelles des adultes, ce qui a le mérite d'être rafraîchissant. Je suis rentré dans la salle. L'élève avec son exercice de français a levé le nez et a demandé, « On peut terminer ? Je dois attraper mon bus. » Je me suis assis et nous avons corrigé son texte. Il avait trouvé 3 bonnes réponses sur 4. Un jeudi ordinaire. Laissez-moi maintenant vous exposer ce qui est advenu de mon ex durant ces 6 mois, car cette conclusion est nécessaire. La mise en demeure a porté ses fruits. Mais environ 2 mois après l'envoi du courrier, le département est passé à l'action. Vous vous rappelez quand la travailleuse sociale m'avait assuré qu'il prenait les fausses déclarations très au sérieux?
Ce n'était pas une parole en l'air. Les services juridiques ont signalé les agissements de mon ex aux autorités compétentes pour dénonciation calomnieuse. L'enquête a confirmé qu'elle avait produit de fausses déclarations dans le but d'entraver une procédure légale en cours. Une conclusion officielle a été émise contre elle. Concrètement, son nom est désormais assorti d'une alerte au sein des services sociaux de l'État. Si elle demande un jour un agrément d'adoption, une place en tant qu'assistante familiale ou tout autre rôle lié à la protection de l'enfance, cette mention bloquera toute procédure automatique et imposera un examen approfondi de son profil. C'est une tâche indélébile dans les registres. De plus, cet avertissement a eu un impact sur son quotidien professionnel. L'information est remontée jusqu'à l'ordre des avocats dont dépend son cabinet, qui surveille de près l'éthique dans les métiers du droit. Mentir sciemment à une autorité publique est une violation déontologique grave. Une enquête disciplinaire a été ouverte. Je ne connais pas la sanction définitive à ce jour. La procédure suit son cours, mais mon avocat m'a expliqué que les sanctions allaient du blâme officiel, inscrit dans son dossier professionnel, à une interdiction d'exercer certaines fonctions. Si elle était sanctionnée, son cabinet actuel, très à cheval sur sa réputation, pourrait la licencier. Et elle pourrait perdre son emploi, non pas parce que j'ai cherché à me venger. Je n'ai rien fait de tel. Je n'ai jamais contacté ses employeurs ni saisi les instances. C'est le département qui a fait le signalement. Les dominos sont tombés parce qu'elle a renversé le premier. Et chaque institution entre elle et moi agit exactement comme elle est censée le faire lorsqu'une personne fraude un système voué à la protection de l'enfance. Sa mère m'a appelé une ultime fois il y a environ un mois. Un ton bien différent d'avant. Plus de leçons de morale, plus de culpabilisation. Elle m'a demandé, étais-tu au courant pour la procédure disciplinaire à son travail? J'ai répondu, je l'ai appris une fois que le signalement a été fait. Peux-tu faire en sorte que ça s'arrête? Je n'en suis pas à l'origine. Le département a signalé les faits, je n'ai aucun pouvoir sur les décisions disciplinaires. Elle risque sa carrière. Elle aurait simplement pu me dire qu'elle ne voulait pas devenir mère. Un lourd silence s'est installé. Puis sa mère a murmuré très doucement, elle aurait dû le faire. C'est la seule chose s'approchant d'une reconnaissance de ses torts que j'ai pu obtenir de sa famille. Sa mère ne s'est pas excusée. Elle n'a pas admis que sa fille avait agi de manière abjecte. Elle a juste glissé qu'elle aurait dû être franche, puis elle a raccroché. Et ce fut le dernier contact que j'ai eu avec eux. Mon ex, d'après les échos lointains d'une vague connaissance commune, est toujours en poste au cabinet pour le moment. La procédure disciplinaire n'est pas close. Elle raconte autour d'elle que j'ai utilisé les services sociaux pour me venger. Elle affirme que je l'ai dénoncé aux autorités, alors que la plainte émane de l'administration. Sa version de l'histoire consiste à dire qu'elle a fait part d'inquiétudes légitimes et qu'elle subit des représailles pour avoir parlé. Dans son récit, elle omet soigneusement le fait qu'elle a inventé une fausse accusation juridique. Ce détail a mystérieusement disparu de sa mémoire. C'est fascinant de voir comment l'esprit humain réécrit l'histoire pour se protéger. Je suis désormais titulaire de l'agrément. Mon dossier est actif. Quelque part en France, un conseil de famille ou une mère de naissance feuillette peut-être ma notice de présentation. Ce livret que j'ai entièrement recréé pour refléter mon quotidien d'homme seul, avec des photos de ma salle de classe, de mon appartement, de mes anciens parents d'accueil qui ont fait 2 heures de route pour venir témoigner en ma faveur lors de l'enquête sociale. L'attente durera peut-être des mois. Elle pourrait s'étirer sur plus d'1 an, voire davantage. Les adoptants solo attendent bien plus longtemps. Je connais les statistiques nationales. Je regarde la réalité en face. Je sais que certains écarteront mon dossier d'office parce qu'il manque une figure maternelle sur les photos. J'ai fait la paix avec cette idée. Mais je suis sur les listes. J'ai l'agrément. Mon casier est vierge, car il n'a jamais cessé de l'être. Mon dossier comporte un mémo détaillant les manœuvres de mon ex, et ce mémo est mon bouclier. Il prouve qu'une personne a tenté de détruire mon projet et a échoué, car l'institution a mené son enquête et a reconnu mon intégrité. Dans mon appartement, une pièce reste inoccupée. 2 pièces, vous vous rappelez? La 2e chambre est vide depuis son départ. Je ne l'ai pas encore meublée car j'ignore quel âge aura l'enfant qui me sera confié. Ce pourrait être un bébé de quelques mois, un petit de 5 ans, un garçon de 8 ans passionné par les dinosaures, ou une petite fille de 3 ans fascinée par les camions. Je l'ignore encore. Alors, la chambre reste vide, prête à être investie. Chaque matin,
en allant me préparer un café dans la cuisine, je passe devant cette porte entr'ouverte. Chaque matin, je regarde cette pièce nue et je repense au petit garçon que j'étais à 7 ans, assis à l'arrière du véhicule d'une assistante sociale avec mes affaires dans un grand sac, en route vers un énième lieu inconnu. Et je me dis, qui que tu sois, où que tu sois, je suis en chemin. Les dossiers administratifs sont clos. La chambre t'attend. Il faut juste que tu arrives jusqu'à moi. Mon ex a tout fait pour que cette pièce demeure vide à jamais. Elle a menti aux personnes chargées de l'avenir de ses enfants. Et aujourd'hui, elle fait face à une enquête disciplinaire car le système légal et social français a fonctionné avec une précision redoutable. Lentement, avec sa lourdeur bureaucratique, de manière imparfaite, mais de façon juste. Voilà. L'histoire s'arrête là. Je suis un professeur en SECPA gagnant 51 500 € bruts par an, avec un casier judiciaire impeccable, une chambre vide et une réserve de patience bien supérieure à la moyenne. Et je vais devenir le père de quelqu'un, non pas parce que j'ai un profil parfait, mais parce que j'ai décidé de ne jamais baisser les bras. Commentaire, je crois profondément que le respect de soi commence le jour où l'on cesse de minimiser ce qui nuit à notre paix intérieure. Vous n'avez pas à rester dans une situation qui vous oblige à trahir vos valeurs pour préserver le confort de quelqu'un d'autre. Je pense aussi que poser des limites claires n'est pas un acte de froideur, mais une manière saine de protéger ce que vous construisez avec sincérité. Il faut beaucoup de courage pour rester droit quand on est déçu, mais c'est souvent là que l'on retrouve sa dignité. Je veux vous rappeler que la bonté ne signifie pas accepter l'inacceptable, et que la patience ne doit jamais devenir un sacrifice de soi. Vous avez le droit de choisir les relations, les chemins et les décisions qui vous rapprochent de la paix plutôt que du chaos. Guérir demande parfois de renoncer à ce que l'on espérait, pour faire de la place à quelque chose de plus juste et de plus stable. J'espère que vous retiendrez qu'un cœur honnête, même fatigué, peut encore bâtir un avenir solide. Si vous traversez une période confuse, j'aimerais que vous vous souveniez que rester fidèle à ce qui est juste finit toujours par vous rendre plus fort. Et surtout, je vous souhaite de ne jamais oublier que votre vie mérite des choix guidés par la responsabilité, la douceur et le respect de vous-même. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de laisser un commentaire et de soutenir la chaîne en vous abonnant. À bientôt pour les prochaines stories.